Donc, pour continuer, il me semble que les deux premiers projets de recherche que dont tu as parlé, qui concernent la frontière et l'activisme, s'appliquent directement aux questions autochtones. Parce que ce sont deux dimensions extrêmement importantes, la frontière par rapport au territoire, puisque bien souvent la cartographie des Premières Nations est une cartographie de revendication de territoire. Et donc la question de frontière est centrale, puisque personne ne s'entend sur la limite de la frontière, et que c'est une notion qui même n'est pas historiquement associée aux communautés autochtones. Et bien sûr une cartographie activiste, parce que c'est une cartographie qui est basée sur des revendications, et qui est une cartographie générée par des groupes souvent marginalisés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ta perspective sur ce qu'est la cartographie autochtone, ou en tout cas comment ça se présente pour toi? Alors, pour moi, ce serait un nouveau domaine, hein, ce serait un nouvel univers. Enfin, pas tout à fait nouveau tout de même, parce que j'ai quand même travaillé depuis déjà dès le début des années 80, en Afrique, au Burkina Faso en particulier, et au Gabon et en RDC, sur des communautés, sur des minorités, hein, sur des communautés autochtones qui avaient déjà exprimé le besoin de s'étendre un petit peu, ou de retrouver certaines formes de pouvoir. Je sais pas déjà, je sais même pas très bien quel mot utiliser, parce que ici les mots sont tellement importants. De pouvoir, ou de souveraineté, ou de pouvoir de décision, ou de pouvoir de souveraineté. J'ai aussi travaillé sur des projets ici en Norvège avec les Samé au nord, qui ont eux aussi à leur manière exprimé ce besoin de pouvoir retrouver une certaine forme de souveraineté et de pouvoir de décision sur ce qui se passait sur leur territoire, dans une relation extrêmement complexe avec le gouvernement, enfin les gouvernements norvégiens, suédois et finlandais, et plein de problèmes qui sont pas du tout réglés, des situations toujours extrêmement tendues. Donc c'est pas complètement nouveau, mais c'est en tout cas un domaine sur lequel j'ai très envie de consacrer du temps, pour une raison en particulier, parce que je pense que c'est un des domaines. Alors, comment expliquer ça? J'aurais l'impression, si je pouvais apporter ma compétence dans la formalisation d'une cartographie à l'usage des Premières Nations, j'aurais l'impression d'être directement utile et d'être efficace pour améliorer, pour plus de justice spatiale, pour améliorer les conditions de vie et les conditions d'organisation sociétale des minorités qui a priori sont discriminées. Pour moi, ce serait ce qui me guiderait. Quand on a fait l'atelier, une des raisons pour lesquelles j'étais très enthousiaste pour participer à cet atelier, en particulier parce que c'était un atelier qui regroupait des compétences académiques, de géographes, cartographes, etc., et des représentants des Premières Nations, c'était de pouvoir écouter, discuter et écouter pour essayer de mieux comprendre quels étaient les besoins, pourquoi est-ce qu'ils pensent que la cartographie, ça peut les aider pour aller devant une cour, par exemple, pour pouvoir prétendre retrouver ou prétendre à une nouvelle forme de souveraineté, une nouvelle forme d'accord ou de partage de pouvoir dans les territoires. Alors, comme j'ai beaucoup travaillé sur la méthode de fabrication de la carte à partir d'observation du paysage, d'observation et d'écoute des pratiques territoriales des communautés, pas nécessairement autochtones d'ailleurs, mais qui sont des pratiques territoriales à diverses échelles, à des grandes échelles, à des échelles moyennes, à des échelles de pays territoires. Et j'ai l'habitude de jouer en même temps sur les aspects humains et sur les aspects sur les économies d'échelle. Voilà, j'ai fait tout un travail sur déconstruire la manière dont on fabriquait les aéroports et les terminaux d'aéroports pour mieux comprendre les enjeux et comment on faisait circuler les gens, etc. Donc, travailler à cette échelle, ça veut dire qu'on peut aussi travailler à l'échelle du quartier, à l'échelle des communes, pour comprendre
comment s'organisent les stratégies d'organisation spatiale. Donc ça, c'est une compétence que je développe. Et j'avais envie de mettre au service cette compétence pour peut-être soutenir les efforts que font ces Premières Nations. Et j'ai l'impression, enfin au Canada en tout cas, que c'est un mouvement qui est très très général, pour soutenir leurs revendications territoriales, leurs revendications de récupérer certaines formes de souveraineté, de décision, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et apparemment, le gouvernement canadien soutient cet effort, puisqu'il a aussi consacré pas mal d'argent pour ça. Et bien peut-être de fournir des méthodes de réflexion et des méthodes de fabrication de la carte qui seraient suffisamment efficaces et qui seraient susceptibles de convaincre une cour de justice de dire ah oui, maintenant avec l'image du territoire et les pratiques territoriales, ancestrales et je sais pas, tu vois, les lieux sacrés et ce que sont ces Premières Nations, je comprends mieux. Et oui, on accepte de partager le pouvoir et de vous donner une forme de souveraineté ou de rediscuter une forme de souveraineté pour que vous puissiez vous avoir votre mot à dire sur, je sais pas moi, la construction d'une infrastructure, la manière dont cette infrastructure doit être conçue, voilà. Après, ça peut impliquer plein de choses. Mais c'est très ancré sur le territoire. On est des géographes quand même, donc on garde ce lien au territoire et l'organisation du territoire, ça reste important. Même si je me suis de plus en plus intéressé à l'anthropologie, puisque maintenant je fais partie d'un labo d'anthropologie, donc j'ai nécessairement été obligé de me mettre à l'anthropologie, et c'est une dimension complémentaire qui est intéressante pour nous aussi, parce que déjà on s'intéresse à l'être humain à travers la géographie pour ce qu'il fait, etc. Mais là, on est vraiment ancré, on est encore plus ancré dans l'être humain, et je trouve que ça fait le lien avec les nations premières. Donc j'ai une petite expérience de la manière dont j'ai travaillé déjà avec des représentants de nations premières en Afrique, en Norvège, pas au Canada encore, mais j'ai un peu discuté avec des représentants pour essayer de mieux comprendre. Donc là, l'idée c'est vraiment de se taire, d'ouvrir grand ses oreilles et ses yeux et d'écouter, de comprendre, de regarder, de lire et surtout d'écouter pour essayer de comprendre ce qui est sensible, ce qui est important et ce dont ils ont besoin. Et je pense que, enfin en tout cas, les représentants des nations premières qu'on a rencontrés à Montréal, j'ai l'impression que l'expression de leurs revendications, elles étaient très claires. Après, c'est aussi à nous de rebondir dessus et puis d'essayer de voir comment, avec nos petites compétences, on peut compléter ou les aider ou soutenir un effort dans la perspective de renforcer une minorité plutôt discriminée, plutôt fragile, plutôt vulnérable face à une grosse machine administrative et bureaucratique un peu perverse comme ça que sont les États-nations. Donc voilà un peu comment je me verrai là-dedans. Le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé le projet et le financement pour le faire. Moi, je serais même prêt à lâcher des projets sur lesquels je travaille, qui sont des projets rémunérateurs, ici en Europe, s'il y avait un projet sérieux sur plusieurs années qui permettrait vraiment de me mettre au service de Premières Nations ou d'un groupe de Premières Nations pour développer des méthodes, pour développer un projet de recherche justement et aboutir à la fabrication de types de représentation territoriale visuelle dans cet objectif que ça serve de support efficace pour aller soutenir une revendication auprès d'une cour de justice. Ce serait vraiment, tu vois, être vraiment de plein pied dans je dirais dans la vie réelle quelque part. Ça pourrait relier la recherche à la vie réelle et ça m'intéresserait. Donc voilà un peu comment je vois les choses. Mais maintenant, je sais qu'au contact, quand on est sur le terrain, il me suffit 15 jours de terrain quelque part et ça change bien souvent, ça change mon point de vue et mes opinions parce que j'y découvre plein de choses. Donc c'est aussi une réflexion qui est en constante évolution, je dirais. Mmh. L'atelier auquel tu fais référence, c'est celui qui s'est tenu à Montréal en octobre 2017. Oui, celui qu'on a fait ensemble, où on a créé, ça c'était vraiment un fantastique exercice de création immédiate, je dirais, très très riche, très riche. Où on voit que vraiment dans un très très court laps de temps, on peut vraiment faire germer des idées des modes de représentation territoriaux qui sont extrêmement intéressants et du coup très fondamentaux, très expérimentaux aussi.
Est-ce que tu penses que la perspective autochtone qui est sur l'espace, qui est quand même très spécifique, assez distante, même s'il s'en rapproche à un certain point des représentations plus occidentales, est-ce que tu penses que ce type de perception et les manières de représenter ces espaces qui nous semblent très abstraites peuvent être une source d'inspiration? Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir, l'opportunité de réfléchir un peu à ça? Justement, j'ai réfléchi à ça parce que j'ai aussi rencontré le représentant d'une tribu aux États-Unis qui s'appelle la tribu Zuni. Et lui, il s'appelle Jim Enott. Et c'est très intéressant. J'ai rencontré 2 fois au cours d'un atelier qui avait été organisé par l'université à Amsterdam. Et lui, il dit, en fait, il y a 150 ans, we've been kicked out of the map. On a vraiment été jeté dehors de la carte et on n'a plus eu d'existence. On a nié notre existence pendant ce temps-là. Et il y a 25 ou 30 ans, il a décidé, avec des représentants de sa nation, de revenir, de se réintégrer sur la carte, mais leur carte. Et évidemment, leur carte n'a rien à voir avec ce que nous, on appelle une carte, qui est quelque chose de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus sensible. Ça passe beaucoup par du dessin, par de la représentation symbolique, très très souvent aterritoriale, c'est-à-dire avec une représentation très 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 lointaine de l'espace. Mais ce que j'ai trouvé intéressant et qui était très fort, c'est que c'était vraiment une cartographie de pensée, une cartographie très émotionnelle, très sensible. Nous, on prétend faire de la cartographie sensible, de la cartographie émotionnelle. Je pense au travail d'Élise Olmedo qu'on a publié sur le site, où elle a représenté par des tissus les itinéraires de ces femmes marocaines analphabètes qui avaient peur de circuler dans l'espace public, et elle pensait qu'une carte c'était très 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 une pauvre représentation visuelle, et elle a fait complètement autre chose et qui était pas du tout une représentation de l'espace territorial. Là, ce que Jim Enott fait, c'est exactement la même chose. Mais Jim Enott, il dit autre chose qui est très intéressant. Il dit, ça c'est très bien parce que on va recréer notre carte, on va se remettre sur notre cartographie. C'est la représentation de là où on vit. Il n'utilise pas le mot espace, mais il sent bien que ça n'est pas suffisant. Et là où c'est intéressant, c'est que nous, on arrive avec notre définition traditionnelle cartographique, ou peut-être tu peux dire occidentale de la cartographie, très ancrée sur l'espace, sur les distances, sur la représentation de ce qu'est le monde, en un peu plus petit, donc en ayant bien conscience qu'on fait des choix, que c'est une représentation tronquée de la réalité, donc porte ouverte à la manipulation, parce qu'on va exclure des éléments, on va privilégier la représentation d'autres éléments. Et lui, il sent que c'est aussi nécessaire dans le futur pour pouvoir asseoir des revendications ou récupérer certaines formes de souveraineté que l'État, pas le département d'État, mais que l'État dans lequel, je crois qu'ils sont à cheval, si mes souvenirs sont bons, entre le Nevada et ils sont dans ce secteur-là, de pouvoir récupérer ça, que s'ils arrivent devant une cour de justice avec leurs dessins et leurs représentations symboliques, lui il pense que c'est très fort, mais que ça va pas le faire, ça sera pas suffisant. Et c'est là où je trouve vraiment la démarche très intéressante de s'ouvrir sur la technologie pour pouvoir dire on a aussi besoin de montrer sur une carte classique comment on utilise cet espace, pourquoi on revendique on revendique la volonté de pouvoir choisir sur telle ou telle infrastructure ou de ne pas construire une route ici parce que c'est un site sacré, que les hommes n'aillent pas dans cet espace-là parce que c'est un truc réservé pour les femmes, par exemple, pour plein de raisons diverses et variées. Ils ont aussi besoin de le représenter de manière à ce que ce soit visible, compréhensible et convaincant pour des gens qui auront à prendre une décision légale. Voilà. Et ce que j'ai senti auprès des gens avec qui j'ai discuté quand j'étais à Montréal, et Steve, évidemment, lui, il n'est pas à convaincre parce qu'il a lui-même mis en place ce système, donc il est déjà loin derrière. Lui, il est dans les deux cas, c'est-à-dire en même temps, il a créé une méthode qui met au service des nations, mais il est lui-même finalement un géographe confirmé, un cartographe confirmé, et la méthode qu'il a mis au point a l'air aussi de très très bien fonctionner. Donc, ça pose pas vraiment un gros problème. Mais en tout cas pour ceux qui se projettent
dans une représentation cartographique très très ésotérique, comme celle qu'on a créée, cette carte en 3 dimensions, qui est intéressante parce qu'elle exprime plein de choses. Ça peut être une étape de recherche, tu vois, ça peut être aussi ce type de cartographie expérimentale, ces trucs, on essaye des trucs, et à partir de ces trucs, on peut créer des documents dérivés qui peuvent ensuite être utilisés pour soutenir des revendications auprès d'un État qui a, voilà, que ce soit lisible, comme je dis souvent, que ce soit lisible et compréhensible par ma grand-mère ou mon chauffeur de taxi, des gens qui ont l'habitude de dire des cartes. Mais mon sentiment, c'est que les deux sont nécessaires. Déjà, la première type de carte très ésotérique pour nous, elle est nécessaire parce qu'elle montre que on doit accepter que les visions soient différentes, que ce ne soient pas les mêmes. On a, par colonialisme, imposé pendant 2 siècles nos visions sans tenir du tout compte des visions des gens des peuples qu'on a colonisés. Donc il est plus que largement le temps de revenir et d'avoir un accès et de revenir vers quelque chose de beaucoup plus humble et de se remettre dans cette idée que on n'a pas tous les mêmes visions, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, et d'essayer de comprendre en quoi ces visions sont intéressantes, surtout qu'on les a occultées pendant toutes ces années parce qu'on a vraiment pensé complètement à autre chose. Et puis peut-être de se dire mais comment ces visions et les nôtres peuvent être totalement complémentaires dans l'objectif de la justice spatiale. Ouais, et c'est tout nouveau pour moi, je me suis pas rendu compte. Moi j'ai pensé au début vraiment, et même quand j'étais au Burkina Faso, je travaillais avec des communautés, je m'arrachais les cheveux un petit peu en me disant mais comment c'est possible qu'ils aient aussi peu la conscience de leur territoire, de la manière dont ils organisent leurs trucs, etc. Et je trouvais ça un peu bizarre. Il m'a fallu vraiment plusieurs années pour comprendre que c'était dans la structure culturelle en fait, tu vois, des communautés, de voir les choses d'une manière différente, et que il y avait beaucoup de subtilités qui nous échappaient totalement. Donc c'est aussi pour ça aujourd'hui je suis extrêmement prudent quand j'arrive sur un terrain ou sur un chantier, vraiment d'essayer de laisser les idées préconçues ou les tu vois, ce que tu penses toi être un prérequis dans la géographie ou la cartographie pour pouvoir vraiment être complètement à l'écoute. Et puis ensuite faire des propositions. Ça n'empêche pas de discuter ou de critiquer, mais ou de remettre en question, de mettre au défi les communautés, mais en tout cas déjà d'être sûr qu'on a bien compris quelles sont les logiques traditionnelles et les logiques communautaires qui sont derrière ces visions-là. Est-ce que l'idée d'une carte autochtone bicéphale, je ne sais pas trop si c'est le terme, c'est-à-dire qui est duale, c'est-à-dire qui est presque schizophrénique dans un sens, mais qui à la fois représente les perceptions, les émotions, les relations au territoire de la communauté, et d'un autre côté, c'est-à-dire au lieu de la mettre sur la même carte, d'un autre côté, qui peut parler à un autre type de public, c'est-à-dire un public de décideurs, un public de juristes, un public plutôt occidental. Est-ce que ce type-là, ça serait à ton avis quelque chose d'envisageable? C'est-à-dire que la carte indigène ne peut pas se dissocier l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux trop faire pour rentrer dans le cadre normatif, eh ben, tu perds trop de choses par rapport à tes propres relations au territoire. Mais si tu fais pas cet effort-là, tu peux plus communiquer en dehors. Donc au lieu d'essayer d'aller dans un sens ou dans l'autre, d'essayer de garder comme une carte qui se collerait des deux côtés, où on pourrait la tourner au moment où... Ou alors de faire une collection de cartes, ou de faire un diptyque ou un triptyque, mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ces deux aspects, simplement parce que j'ai pris conscience que les visions sont tellement différentes qu'il est absolument nécessaire que les communautés retrouvent le chemin de leur propre représentation de leur société et de leur territoire. Tu connais le travail de Béatrice avec les Inuits sur les toponymes, certainement. Ça, j'ai trouvé absolument fantastique cette initiative, parce que nommer les lieux, c'est quand même c'est essentiel. C'est vraiment on est je sais pas comment on peut dire, vraiment on est dans l'essence même de notre identité quelque part. Donc je trouvais son travail extrêmement intéressant, et c'était certainement très très important de prendre le temps de laisser
les représentants de la communauté réfléchir sur comment ils avaient eux envie, ou quels étaient les anciens toponymes, et comment eux avaient envie de nommer leur territoire. Ça, c'est une chose. Donc je pense que ça, c'est vraiment une étape qui est très très importante. Et puis, comme on vit dans un monde moderne et que ces communautés, elles sont dans des États-nations qui ont leur propre logique et leur propre mode de fonctionnement et leur propre bureaucratie et dans des rapports de pouvoir très complexes contre lesquels souvent il faut se battre, c'est essayer d'amener à faire comprendre aux représentants des Premières Nations, mais je crois que ça ne poserait pas un problème, qu'il est nécessaire d'avoir une deuxième couche sur cette carte et qui est de faire coller ce qu'est le territoire et la pratique des territoires par les membres de la communauté sur une carte plus moderne, plus traditionnelle et certainement plus conventionnelle pour qu'elle puisse être comprise et acceptée par les représentants du pouvoir. Je ne sais pas si j'exprime bien l'idée, mais je pense que pour l'instant, mon intuition, c'est ça. Et c'est ça, peut-être que c'est là que j'aurais envie d'être en lien avec les communautés pour pouvoir proposer ça, pour pouvoir déjà voir s'ils ont envie, pour pouvoir proposer. Mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, je pense que c'est en phase. Mon impression, c'est que c'est en phase. Où est-ce que tu vois tes prochains les directions dans lesquelles peuvent aller tes prochains projets? Est-ce que tu as une idée de où est-ce que tu aimerais te trouver dans ça c'est certainement la cartographie des nations premières, les projets de recherche en collaboration avec les Premières Nations, ça ce serait idéal en fait. On a parlé avec Elisabeth, je voulais faire 1 ou 2 années à Montréal, à l'UQAM, comme professeur associé. Après, il faut déposer un dossier, il faut qu'il y ait de l'argent, des budgets, on est toujours dans la même idée, mais déjà d'être sur place avec la famille pendant 1 an ou 2, ça permettrait de se greffer sur un projet de recherche ou un projet mené par l'université, voire travailler avec Steve. Peut-être il y aurait une possibilité, tu vois, de venir travailler avec lui s'il avait envie d'intégrer des gens comme moi dans son initiative. Mais en tout cas, ce type d'initiative, ce serait certainement quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Après, donc ça c'est dans cette idée de pouvoir me lancer dans une cartographie utile. Et quand je parle de cartographie utile, j'ai fait une carte de la géographie utile de l'Afrique où je montrais que, en fait, il y avait 5% du territoire où les pays en développement faisaient des investissements directs dans les pays. Souvent, comme on a des représentations par pays, si tu as par exemple 90% des IDE en RDC, tu couvres de couleur toute la RDC, mais en réalité les IDE c'est uniquement c'est sur 0,4% du territoire, c'est-à-dire en gros c'est les barrages d'un côté ou les mines de l'autre, mais ça représente territorialement ça représente rien du tout. Donc ça veut dire même si tu as 1 milliard d'IDE, tu as l'impression qu'ils vont recevoir beaucoup d'aide, mais en réalité, 98% du territoire ne voit pas l'ombre d'un cent. IDE, tu peux nous dire ce que c'est exactement IDE? Investissement direct à l'étranger. C'est-à-dire c'est ce qui est théoriquement des investissements non coopératifs. C'est-à-dire c'est pas de la coopération publique comme les ODA, donc je sais plus ce qu'est l'acronyme. D'ailleurs, la frontière entre les deux, elle est aussi un petit peu floue, parce que parfois les ODA, c'est un petit peu des IDE, si je puis dire. Et puis, des fois, il y a des pays qui font des investissements directs à l'étranger, qui sont des privés, et qui savent qu'ils vont pas récupérer les bénéfices ou les profits tout de suite, mais que c'est des investissements sur le moyen, sur le long terme, pour pouvoir ensuite récupérer sur le long terme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que cette géographie ou cette cartographie utile, elle serait, c'est ça que j'aurais envie de faire quelque chose qui soit utile pour une communauté et qui s'intègre dans un système politique, juridique et économique. Préparer un document réel pour qu'il soit réellement soutenu auprès d'une cour de justice pour revendiquer une souveraineté, c'est être de plein pied dans la réalité. Pour l'instant, ce qu'on fait, on fait des œuvres, des livres ou des rapports, mais qui ne sont pas automatiquement ni utilisés ni reliés à la vie réelle. Moi, j'ai rarement fait des rapports qui ont servi de base à des décisions juridiques ou politiques, tu vois. C'est uniquement des choses d'information. Donc, c'est important peut-être
de créer de la connaissance et du savoir à travers la carte pour informer les gens. C'est un rôle qui est important, mais c'est un rôle passif. Ça reste pour moi un rôle passif. Les gens peuvent être informés, trouver ça très intéressant, ils apprennent des trucs, mais il n'y a pas un rôle actif direct. Quand j'ai travaillé pour l'OCDE, j'ai fabriqué des documents où j'ai participé à des négociations cartographiques entre les Israéliens et les Palestiniens en Jordanie. J'avais l'impression de participer à la fabrication de quelque chose, à la construction d'un monde, ou en tout cas à l'élaboration d'un système politique de relations entre deux peuples qui se font la guerre depuis 100 ans. Donc je trouvais que c'était aussi intéressant. Alors, voilà ce vers quoi j'ai envie de m'orienter, c'est-à-dire de mettre ma compétence de fabrication de la carte, avec toute la méthodologie que ça suppose derrière, la recherche, la réflexion, les entretiens, la discussion, etc., de le faire au profit d'initiatives politiques qui auraient un impact sur le terrain, qui auraient un impact sur l'élaboration d'une limite, d'une frontière, d'un espace de souveraineté. Voilà. Maintenant, il me reste pas longtemps, vu mon âge canonique, il me reste pas très longtemps, tu vois, j'ai encore 10 ou 15 ans d'activité, donc s'il faut le faire, il faut le faire relativement vite en tout cas. Okay.